Bonsoir, deux titres dans ce journal. Dans le département du Komomwanda, Antoum, l'axe routier qui relie cette commune à celle de Kokobiche est complètement dégradé. Marie-Elécom. Candidat à la présidence de la FEGAFOOT, Bosco Alabafal et son équipe de campagne sillonnent tout le pays à la conquête des électeurs. Nous y allons avec Mosconi Ngoneba et nous reviendrons dans ce journal. Bonsoir et merci de votre confiance sans cesse renouvelée et merci d'avoir choisi la télévision Shekina. Nous ne parlerons jamais assez d'état de route de Libreville et ses environs. En effet, l'axe Ntoum-Kokobiche constitue un véritable parcours du combattant pour les automobilistes qui osent s'y aventurer. Nous partons avec Marie-Elécom. La voie qui mène à la commune de Kokobiche, à l'extrême nord du pays, d'une longueur d'environ 81 km, ne semble pas faire partie du plan stratégique Gabon émergent. Raccordé pour la première fois au réseau national en 1983, ce tronçon a gardé depuis des années ce mauvais état. Les transports en commun, pour la plupart, refusent de prendre les clients au risque d'endommager leurs véhicules. La fréquence des automobilistes, quant à elle, est assez rare. Ceux qui s'y aventurent le font généralement avec leurs propres moyens de locomotion. À notre passage, les villageois se plaignaient hors micro des difficultés qu'ils rencontraient à cause du piteux état de ce linéaire. Et s'interroge également à qui profite cette situation déplorable, étant donné que ce tronçon a déjà bénéficié de 3 fonds pour sa réhabilitation. Une question à laquelle seules les autorités possèdent la réponse. Mais pendant ce temps, les craintes des usagers de voir un jour le trafic considérablement paralysé ne cessent de s'accroître. À la moindre petite averse ou en saison pluvieuse, le calvaire des populations se multiplie. Ce mauvais état de l'axe routier est un véritable goulot d'étranglement pour le développement de cette contrée, d'où l'urgence de sa réhabilitation. Issus de l'achat et du traitement et de la confection, les meubles en rotin coûtent de plus en plus cher face à une demande minime. Le constat sur le terrain de Pierre Parfait Badikoum. Utilisés pour la vannerie, la liane de rotin et les meubles confectionnés grâce à ce produit non ligneux coûtent de plus en plus cher. Tu peux prendre ça à Mafoukou, tu peux prendre ça en tout. Ça dépend quoi, dans les forêts quoi, les départements là. Tu peux des paquets de 7 000, 8 000, 5 000. Et au niveau du transport? Au niveau du transport, 15 000 de transport. La vannerie a toujours fait partie de l'économie de subsistance du pays. Mais il dépend aujourd'hui, plus que par le passé, de la nécessité et du besoin en présence. 5, 60, 90. Alors qu'est-ce qui coûte 90 000? Comme celui-là, c'est 90 000 là-bas. Là-bas, c'est 35, 60. Ça dépend du modèle. Bon, pour le moment, on n'a pas de clients. Parce que là, c'est dur. On n'a pas le marché pour le moment. Ils sont nombreux, ici, ces artisans du rotin et de la liane, aux abords de l'échangeur de Nzengayong, qui trouvent nécessaire d'investir les petits métiers entrant dans le cadre de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement à partir de leur activité. Mais actuellement, la demande est minime. Autrefois, l'apanage des Ouest-Africains, c'est aujourd'hui un secteur très prisé. Rien à voir avec ce qui précède, la Caisse nationale de sécurité sociale, le CNSS, va connaître à partir du 26 mars 2018 son nouveau collège délégué du personnel. Le CIPROS, candidat à cette élection, a bouclé sa campagne par la présentation de son bureau. Ephraim Biogoedzo et Mouskoni Ngolemba. L'ensemble des salariés de la Caisse nationale de sécurité sociale doivent élire les délégués du personnel de cette entité en début de semaine prochaine, cela après 2 semaines de campagne active menée par les 3 syndicats qui composent cette entreprise. Parmi ces syndicats, l'un sort notamment du lot et entend briguer les 106 sièges à pourvoir. Il s'agit du CIPROS, syndicat des professionnels de la sécurité sociale, qui entend défendre son plan d'action, lequel a reçu l'assentiment des employés de la CNSS. La rédaction d'une nouvelle convention collective qui sied à tous et qui répond aux sollicitations souhaitées par le personnel a été adoptée et reste maintenant au collège électoral de la CNSS de matérialiser ce vœu.
Face à une élection professionnelle, c'est donc pour nous un enjeu capital et crucial. Pour donc, vous savez que c'est la représentativité qui est en jeu. Il faut qu'un syndicat puisse mener à bien ses actions et surtout de discuter avec la direction générale, il faut être majoritaire. Et la majorité aujourd'hui se mesure principalement au niveau des nombres de délégués personnels. Si vous voyez, il y a 53 sièges, je veux dire 53 sièges titulaires et 53 sièges suppléants. Donc ça fait au total 106 sièges à pourvoir. Occasion pour cet état-major de campagne de redoubler d'efforts et de vigilance en donnant des consignes de vote au personnel de la CNSS. Dernière consigne de vote, nous avons demandé aux salariés de se mobiliser, d'être lucides lundi 26 mars, d'être là très tôt avec leur badge pour se présenter dans les bureaux de vote et de ne pas partir des bureaux de vote, de rester pour observer les dépouillements jusqu'à 13h, l'heure de dépouillement. Donc de 7h à 13h. Après la présentation des candidats du CIPROS, place serait réservée au scrutin. À noter à toute fin utile que grâce aux cotisations des adhérents, le CIPROS a pu mener sa campagne à l'intérieur du pays. Les retombées de cette campagne sont vivement attendues. La journée de l'enseignant qui a été célébrée il y a moins de 24 heures donne place à de nombreuses manifestations dans les différents sièges des centrales syndicales attachées à l'éducation nationale. C'est le cas de la CONACYCED qui a marqué cette date par une manifestation compte rendu. La journée de l'enseignant de la CONACYCED par leur tutelle devrait donner place à une séance de renforcement de capacité pour mieux redéfinir le rôle de celui-ci. On vient de faire l'état de lieu de notre système éducatif. Les états généraux de 2010 avaient demandé au gouvernement que l'enseignant retrouve sa dignité. Pour la retrouver, il lui faut un statut particulier qui tient compte de sa spécificité et de la mission importante d'éducation que ce pionnier fait. Et donc il lui a encore demandé à ce que le gouvernement élabore une grille salariale spéciale incitative pour encourager ce noble citoyen à continuer son œuvre d'éducation. Parce que l'éducation d'un peuple, c'est quelque chose de très très important pour l'avenir de ce peuple-là. Parce que l'enfant passe tout son temps à l'école et son avenir en dépend. Alors, en lieu et place de ces recommandations, ils ont même demandé la création d'une brigade spéciale avec des professionnels pour sécuriser les établissements scolaires et les universités. En dehors de cela, au lieu de concrétiser ce que les États généraux ont dit, jusqu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retrouve? Des mesures iniques. On reverse l'enseignant dans le lot de tous les agents publics de l'État comme s'ils étaient un vulgaire agent public. Il perd tout ce qu'il a comme avantage. Un, on lui dit paiement au 30e en lieu et place du statut particulier. Pourquoi? Ça veut dire qu'on va le payer au prorata du nombre de jours travaillés. Alors que lui, il travaille doublement. Il travaille à la maison, il travaille dans son poste de travail, il travaille même en dehors de la maison et du poste de travail. Tout ce travail-là n'est pas rémunéré. À combien va nous revenir une journée de travail complète de l'enseignant? On sait comment on peut mesurer la journée de travail d'un enseignant. Mais pourtant, au Ghana, dit tout agent public doit obéir à cette loi, sans spécification. Deuxièmement, il demande l'enseignant doit avancer au mérite. C'est-à-dire que toutes les formations que nous devons faire dans nos écoles de perfectionnement, ça doit tomber dans l'eau. Ce n'est plus la peine d'aller à l'école parce que ça ne servira à rien. C'est la note du chef qui est importante. Donc on va noter la loyauté au chef. Il faut seulement être loyal et le chef te donne une bonne note, tu avances. Est-ce que l'enseignant a besoin de ça pour avancer? Il a besoin d'aller à l'école en permanence. Le Gabon reste le seul pays où il n'y a pas un service qui s'occupe spécialement de la formation continue. Il en a besoin tout au long de sa carrière pour se remettre en cause.
Mais tout cela, les ministres, surtout celui qui est à l'heure actuelle, ne peut même pas demander au Gadaga, est-ce que ce que tu dis concerne l'enseignant? Tout ce qu'il sait, le ministre, parce que les fonctions n'ont pas de sexe, tout ce que le ministre sait, c'est que comme on a dit, c'est la journée nationale de l'enseignant, donc c'est la fête de l'enseignant. On va aller boire et manger quand j'aurai l'argent. C'est ce qu'elle prépare, la bouffe dans un établissement. Le jour où vous allez couvrir cet événement-là, vous allez voir ce que vous allez voir. Des conteneurs de jus, de bière, de whisky. Les ailes ne manqueront pas. Les gens vont manger jusqu'à se fatiguer, ils vont même emballer. Et on appellera ça, on a bien fêté. Non, c'était une journée de réflexion, de bilan, d'annonce des politiques envers notre système éducatif pour l'améliorer. C'est ça cette journée-là. Il n'est pas question d'aller manger. Et comment dirais-je? Je rappelle à tous ceux qui veulent l'entendre que cette journée est une journée qui a été revendiquée par les syndicats. Le jour où on est allé revendiquer cette journée-là, il y avait moi, président du SAEC, Christian Bitouga, secrétaire général du Sénat, Daniel Kombe-Lekambo, paix à son âme, secrétaire général de la FESENA, et le ministre André Ombobam, paix à son âme. Il a pesé ce ministre de tout son poids pour que nous puissions obtenir de M. Omar Bongo cette journée. Et la définition, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est celui-là. Hein, que ça soit une journée de réflexion. Espérons toutefois que le ministère de l'Éducation nationale s'attellera à mieux redorer l'enseignant et les avantages qu'il apporte dans l'éducation de notre pays. Les mesures présidentielles du 31 décembre 2017 du discours du chef de l'exécutif gabonais à la nation prennent forme. C'est du moins ce qu'a annoncé le porte-parole de la présidence de la République au cours de la conférence de presse qu'il a animée. Il est au micro d'Arnaud Babokong. Portant sur l'actualité nationale. Il est important que nos compatriotes saisissent bien le sens de l'action publique, car celle-ci évolue. L'action publique aujourd'hui au Gabon se veut plus pertinente, autrement dit, qui répond davantage aux préoccupations quotidiennes de la population, mais aussi plus efficace, dont les résultats sont visibles, sensibles, tangibles pour la population. Enfin, l'action publique doit produire des résultats qui ne sont pas seulement visibles demain ou après-demain, mais dès aujourd'hui. Ces effets doivent donc être immédiats. Mesdames et messieurs, vous l'aurez toutes et tous constaté au cours des dernières semaines, l'action publique a été redynamisée. Des décisions fortes ont été prises dans divers domaines, là où les besoins des Gabonais sont les plus urgents. Qu'il s'agisse du lancement de l'opération justice fiscale qui permet de faire la lumière sur les contreparties qui justifient les avantages fiscaux octroyés aux opérateurs économiques, de la fin de la concession du groupe Veolia qui n'offrait plus les garanties d'amélioration de la qualité des services proposés aux Gabonais en matière de fourniture d'eau et d'électricité, du processus de règlement de la dette intérieure effectif et qui s'inscrit dans le mécanisme établi dans le cadre du club de Libreville. Je vous le rappelle, un signal fort adressé aux entreprises de notre pays, ou encore de l'accélération de la mise en œuvre des mesures prioritaires annoncées le 31 décembre dernier et appelées à influer sur les conditions de vie de chaque Gabonais. Toutes ces actions, inspirées par le chef de l'État, cadrent avec la vision qui guide son action, celui de l'autorité de l'État au service de l'intérêt général. Pour revenir sur les actions prioritaires qui concentrent l'attention du public, il faut souligner que leur exécution connaît une accélération importante. De sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons affirmer que la gratuité des accouchements est une mesure effective, avec 5400 kits d'accouchement qui sont en passe d'être remis aux nouvelles mères. Les visites du président de la République, accompagnées de la Première Dame hier au centre hospitalier universitaire de Libreville et d'Ovendo, peuvent en attester. Plus de 10 000 tables bancs ont été livrés dans des écoles publiques dans toutes les provinces du pays, depuis l'annonce faite par le chef de l'État le 31 décembre dernier. Nous pouvons aussi rassurer les Gabonais sur le fait que la rénovation des établissements scolaires concerne déjà
une cinquantaine d'établissements, en plus des 671 qui seront pris en charge dans le cadre de l'appel d'offres lancé la semaine dernière. Aussi, une première vague de lampadaires solaires, soit une centaine, depuis hier sont en cours d'installation, en attendant la livraison de 480 unités par semaine à compter d'avril. Sans oublier que la phase technique d'identification des sites d'installation des 925 pompes à eau se poursuit dans les 9 provinces. Pour ce qui a trait aux mesures impliquant des modifications de texte, il s'agit notamment du texte sur la mise en place du fonds d'initiative départementale, il a été adopté et publié au journal officiel, sachant qu'un compte dédié à ce fonds, créé à la Caisse des dépôts et consignations, est déjà alimenté à hauteur de 50 milliards de francs CFA, ce qui représente 1 milliard pour chacun des 48 départements que compte le pays et 2 milliards dédiés au fonctionnement des organes de gestion du FID dans les différents départements. S'agissant de la mesure d'incitation à la création d'emplois par l'exonération des charges sociales pour l'employeur, le texte modifié est en cours d'examen devant le Conseil d'État. Une fois cette étape franchie, dans les prochains jours, il devrait rapidement être adopté en Conseil des ministres. Mesdames et messieurs, soyez assurés d'une chose, l'importance que le chef de l'État accorde à la mise en œuvre pleine et rapide des mesures que je viens de lister. Une attaque terroriste en France qui causera de nombreuses morts. Les gendarmes français qui étaient sur les lieux sont en charge de l'affaire. Presse internationale. Il est environ 10 heures vendredi matin dans ce lotissement à proximité de Carcassonne, quand un homme armé d'un pistolet arrête subitement un véhicule avec 2 personnes à bord. L'individu tire plusieurs coups de feu, tuant le conducteur et blessant le passager. Au volant de ce véhicule, l'homme se rend près d'une compagnie de CRS située à proximité. Là-bas, il tire sur 4 policiers, blessant l'un d'entre eux à l'épaule. Il quitte ensuite la caserne et prend la direction du supermarché de Trèbes. L'auteur des faits est entré dans le magasin Super U en criant Allah Akbar et en indiquant qu'il était un soldat de l'État islamique. Il sollicitait la libération de frères avant de tirer sur un client et un employé du magasin qui, tous deux, décédaient sur place. L'assaillant prend ensuite plusieurs clients du magasin en otage. Arrivé très vite sur les lieux, le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame propose alors à l'homme d'échanger sa place avec l'un des civils au péril de sa vie. L'officier a succombé à ses blessures. Grâce au téléphone resté allumé dans sa poche, Arnaud Beltrame va livrer de précieuses informations aux unités d'élite qui encerclent le bâtiment. Aux environs de 14h30, le GIGN donne l'assaut, comme le montre cette vidéo tournée par des riverains. L'assaillant, Redouane Lakdim, est alors abattu par les forces de l'ordre. Âgé de 25 ans, il résidait dans cet immeuble à Carcassonne. Fiché S depuis 2014, il était connu par la justice pour des faits de délinquance. En 2016 puis en 2017, il faisait l'objet d'un suivi effectif de la part des services de renseignement, suivi qui n'avait permis de mettre en évidence aucun signe précurseur pouvant laisser présager un passage à l'acte terroriste. Selon le procureur de Paris, la compagne de Redouane Lakdim a été placée en garde à vue. L'enquête devra désormais déterminer si l'assaillant a agi seul ou avec des complices. Nous parlons sport dans ce journal où la réunion qui devait se tenir aujourd'hui entre la commission électorale de la FEGAFOOT et les candidats à cette élection a avorté. Des raisons évoquées, des inquiétudes de la FIFA suite au désordre qui est organisé par la FEGAFOOT. Ephraim Biogoïtso et Bertrand Koumilika. Lors de ces dernières sorties médiatiques, Bosco Alaba-Fall, candidat à la présidence de la Fédération gabonaise de football, relevait déjà la non-application des statuts de la Fédération gabonaise de football par le bureau sortant. Les jours qui vont suivre avant la tenue du congrès du 10 mars 2018, des recours sont envoyés à la Fédération internationale de football association par Bosco Alaba-Fall. Le contenu du courrier appliqué à tout prix les articles 5, paragraphe 2, article 5, paragraphe 5, article 35, paragraphes 1 et 2, lesquels précisent avec exactitude les règles du jeu. Plusieurs jours après la tenue du congrès du 10 mars et avant le conclave du 31 mars, les courriers de la FIFA
daté du 6 et 21 mars 2018, adressé pour autant au secrétaire général de la Fédération gabonaise de football par intérim et à l'ensemble des candidats en liste au scrutin à venir, lesquels rappelaient à l'ensemble des acteurs la conduite à tenir. Comme toujours, la Fédération gabonaise de football a dissimulé curieusement cette information capitale tout en faisant fi des orientations de la FIFA. Comme toujours, la vérité finit par triompher. Voilà le bureau de Pierre-Alain Mungengi et la toute nouvelle commission électorale mise en mal. A fait état d'un seul courrier, le courrier en date du 21, dont la FIFA a adressé donc la Fédération gabonaise de football pour rappeler à la Fédération gabonaise de football qu'elle avait, avec la commission électorale, violé les dispositions statutaires et violé les dispositions du code électoral de la Fédération gabonaise de football et le standard FIFA, code électoral. Et que par conséquent, il fallait que la commission électorale avec la fédération essaye donc de réajuster probablement un autre chronogramme et que la FIFA attendait donc en retour les propositions provenant de la Fédération gabonaise de football. C'est cela le courrier du 21 auquel le secrétaire général dont Jindoum nous a fait état. Et en faisant état donc de ce courrier qui a poussé donc la commission électorale d'annuler la séance de travail de ce jour précisé à 9 h. Mais les candidats n'avaient aucune information que cette séance de travail avait été annulée, ni par voie de presse, encore moins par d'autres voies de communication. Donc du tout, nous avons été quand même un peu étonnés et révoltés pour comprendre qu'effectivement la Fédération gabonaise de football et ses commissions ne vont qu'en erreur en erreur. Et c'est ce que nous avons relevé auprès du secrétaire général qui a reconnu la pertinence un peu de nos remarques. Donc encore une fois, vous voyez que bon, apparemment le processus enclenché depuis très longtemps suit son cours et dans l'erreur, malheureusement. À ce jour, plus rien ne garantit l'existence de cette commission électorale qui, semble-t-il, est désavouée par l'instance fêtière du football mondial. Seule la Fédération gabonaise de football tente de la légitimer. Plus rien ne garantit la tenue du scrutin du 31 mars 2018. Pierre-Alain Mungengi et cette commission pourraient être poussés vers la porte de sortie avant cette échéance. La campagne est lancée du côté du candidat Bosco Alabafal qui a déposé sa valise du côté de la province de Logo-Ivindo à Makoko. Rencontrer le délégué provincial pour lui présenter son programme de société. L'une d'entre elles qui est de mettre en place une carte uniforme dans l'organisation administrative des joueurs du National Foot. Mosconi Ngodeba et Berson Koumileka. À l'occasion du nouveau comité exécutif de la Fédération gabonaise de football qui se tiendra dans quelques semaines, le candidat Bosco Alabafal est en visite dans Logo-Ivindo, précisément dans la ville de Makoko où il a rencontré ses électeurs avec l'objectif de présenter sa vision du football national en y apportant un nouveau calendrier de compétition, mais également mettre en place une carte uniforme dans l'organisation administrative des joueurs. Mais la fédération, la nôtre qui arrive, dans la mise en place de cette carte uniforme d'une nouvelle organisation administrative, mais doit amener tout le monde à suivre le mouvement du joueur, ce que les Blancs appellent le passeport sportif du joueur. Donc ça veut dire que quand il quitte la ligue de Logo-Ivindo, il va à la ligue du football de l'Essieu, ça veut dire qu'il va jouer à CMS. Il faudrait que le mouvement de ce joueur qui quitte de votre ligue parce qu'il a été formé par un club
que l'on puisse avoir lisibilité et la visibilité à travers ce passeport sportif qui est fait en étroite collaboration avec la Fédération gabonaise de football, avec la Ligue. Donc là, on a le mouvement, on a toutes les mutations du joueur. Parce que vous devez protéger votre club qui a formé ce joueur. Une nouvelle vision du football national saluée par les membres du bureau de la Ligue de Logo-Evindo, y compris son président qui, lui, a profité de cette occasion d'exprimer au candidat son indignation sur le manque de considération de certains clubs suite à l'engagement des joueurs venus d'autres écuries. Parlons des ligues provinciales. Tout à l'heure, vous avez évoqué le problème des joueurs qui, par exemple, partent des clubs des ligues provinciales de Logo-Evindo pour une autre ligue. Je vous dirais que nous avons, par exemple, 3 ou 4 joueurs qui évoluent dans notre championnat ici et qui se retrouvent aujourd'hui avec Mangasport. Sans classe. Et j'ai été agréablement surpris de voir l'un de ces éléments évoluer. Latéral gauche, nous nous sommes retrouvés à Bitam. Lorsque Us Bitam affrontait Mangasport, latéral gauche, et Touadane était titulaire. Un problème récurrent au sein du championnat national où plusieurs ligues, en l'occurrence celle-là, qui se plaignent du même phénomène auquel font face ces ligues. Mais la solution a été déclinée par le candidat à l'entame de ses propos qui, je le rappelle, mettra en place un mécanisme de traçabilité pour enfin éradiquer une bonne fois cette situation qui déplaît plusieurs délégués provinciaux. La deuxième étape de sa visite se poursuivra dans le Wellington, précisément à Oyem. L'expression libre que nous propose notre rédaction aujourd'hui est de savoir dans quel parc du Gabon se trouve le piton de l'Inselberg. Notre rédaction a baladé son micro dans les rues de la capitale gabonaise. Oui, bonjour. Alors, dans quel parc du Gabon trouve-t-on le piton de l'Inselberg? Là, c'est un peu un quiproquo. Là, je sais pas, je l'ignore. Excusez-moi. J'aimerais bien le savoir, mais c'est un peu compliqué là. C'est ce genre de questions-là, de Lindbergh là, c'est un peu... Je connais pas. Le piton de l'Inselberg. Je sais pas. Allô? Merci beaucoup. Du Gabon trouve-t-on le piton de l'Inselberg? Aucune idée. Quel parc du Gabon trouve-t-on le piton de l'Inselberg? Je ne maîtrise pas d'abord le Gabon, en tout cas, je ne sais pas, excusez-moi. Où trouve-t-on le piton de l'Inselberg? Je n'ai aucune idée par rapport à ces pitons en question. Le piton de l'Inselberg? Ah là, je sais pas, hein. Pour le moment, je sais pas. Où trouve-t-on le piton de l'Inselberg? Oh, ça là, je connais pas. Que je connais pas. Désolé. Disons le parc de la Lopé. Pardon, s'il vous plaît. Monsieur Mavougou, allez-y. Messieurs, oui. Dans quel parc du Gabon trouve-t-on le piton de l'Inselberg? C'est-à-dire? Le parc, il y a un parc au Gabon où on trouve le piton de l'Inselberg. Lequel? Vraiment, je ne maîtrise pas tellement. Hein. Sinon, je ne connais pas où se trouve exactement ce parc. Sinon, j'allais vous répondre. Hein. En tant que... un intellectuel, j'allais vous répondre. Sincèrement, je ne connais pas. Dans quel parc du Gabon trouve-t-on le piton de l'Inselberg? Aucune idée. Dans quel parc du Gabon trouve-t-on le piton de l'Inselberg? Ça, c'est en histoire. C'est à Franceville. Attends, l'Inselberg, là, c'est ici au Gabon. Ah, c'est pas un bateau. C'est pas un bateau. Pardon. Oh, arrêtez ça! Pour ceux qui ne le savaient pas encore, garde-les en mémoire. Il se trouve dans le parc de Mikébé, le Gros Caillou. Rappelons que le parc de Mikébé est à cheval entre la province du Wellington et celle de Logo-Evindo. Merci encore de nous avoir reçus chez vous. Bonne soirée et surtout, gardez le sourire.